Le système éducatif français est encore, et pour le troisième tome, passé à la loupe par Frédéric Gobert, docteur en sciences du langage et titulaire d'un DEA de lettres modernes. Auteur pour la troisième fois dans ce studio, Frédéric Gobert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Alors, après avoir dressé un constat de notre système éducatif dans une époque comme la nôtre, marquée par l'adolescence prolongée, l'hédonisme, après avoir évoqué dans un deuxième ouvrage les perversions idéologiques qui polluent le savoir et sa transmission, vous évoquez dans votre troisième ouvrage aux éditions L'Harmattan, intitulé L'école flottante, avec un constat assez alarmiste sur certaines pédagogies mises en place depuis quelques décennies. Vous dites ici que l'école flottante, en théorie, ce n'est pas si mal, mais que concrètement, vous constatez que beaucoup de notions de savoir sont devenues aussi flottants et même désacralisées. Le savoir est désacralisé, c'est une des notions que vous développez au début de l'ouvrage. Oui, tout à fait, parce que les compétences qui sont mises en avant avec la réforme du collège visent à, en quelque sorte, se débarrasser du savoir. Ce n'est pas le discours officiel, mais dans les faits, quand on étudie ce que disent les consultants en management par compétences, par exemple, ou des spécialistes qui travaillent par compétences en Finlande, on s'aperçoit que le savoir, l'acquisition de connaissances, ce n'est pas l'objet. L'objet de ces établissements qui fonctionnent par compétences, c'est de mettre les élèves en action, les rendre actifs. Et donc, le savoir, lui, est évacué. Il n'est plus du tout prioritaire. Vous, en début d'ouvrage, vous parlez de la différence entre la culture et le culturel. Oui, la culture commune maintenant, c'est le terme officiel, ce n'est plus la culture générale. La culture générale a disparu au profit de la culture commune dans laquelle on trouve tout ce qu'on entend à la télévision ou à la radio aujourd'hui, quoi. C'est le savoir Wikipédia. C'est pire que ça parce que c'est, malheureusement on peut le dire, une sorte de nivellement par le bas, à part dans la mesure où on va y retrouver tout ce que l'on entend dans les médias, une sorte de soupe, quoi. L'école et le système éducatif français sont soumis à des réformes très régulières, pour ne pas dire constantes. Ça nuit aussi à la mise en place d'enseignements de qualité. Vous qui êtes enseignant, vous le voyez au sein de vos lieux de travail, avec vos collègues. Ces réformes, elles perturbent les enseignants. C'est-à-dire que nous, au collège par exemple, on travaille donc par discipline et c'est très mal vu aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il faudrait casser les disciplines pour travailler uniquement en interdisciplinarité ou transdisciplinarité avec des compétences de type savoir-être, savoir-agir, savoir-réagir. Là, on est dans le management issu du monde de l'entreprise qui se décline au sein du système éducatif. Et avec ces réformes, le but n'est pas de renforcer les disciplines et les savoirs, mais au contraire, de les dissoudre. Voilà, ces nouveaux managements, vous l'évoquez également dans cet ouvrage, on les retrouve jusque dans l'école, une école soumise aux règles du marché. Voilà. Tout à fait. C'est ni plus ni moins ça. Donc l'élève, finalement, est l'outil de ce que vous appelez le capitalisme artiste. Oui, alors ce n'est pas moi qui en parle ainsi, c'est Gilles Lipovetsky dans un livre qui s'intitule L'esthétisation du monde. Il parle du capitalisme artiste transesthétique qui est un capitalisme de l'hyperspectacle avec les écrans généralisés partout et le système éducatif lui aussi se soumet à ces écrans généralisés avec les tablettes et donc on a beau prévenir les élèves, essayer de les mettre en garde avec le concept de développement durable contre les excès des écrans et de la consommation. En réalité, on les rend encore plus soumis à cette addiction puisqu'on leur fournit des écrans nous-mêmes de plus en plus nombreux. Alors, vous évoquez également tout ce qui flotte avec cette école. Et si on vous suit, elle flotte, elle dérive même, oui, parce que l'enseignant n'a plus le gouvernail. Vous parlez de l'orthographe notamment aussi. Alors, l'orthographe flottante, je pense que tout le monde le constate. Les études l'ont montré récemment. Le niveau en orthographe baisse considérablement, on peut tous le voir. Alors le problème du flottement, c'est qu'il est généralisé, c'est en quelque sorte le mode de fonctionnement du néolibéralisme depuis les années 70. La monnaie est devenue flottante en 1971 avec la désindexation du dollar sur l'or. Ça n'a peut-être en apparence rien à voir avec le système éducatif, et en réalité, depuis, le but est de progressivement casser toutes les structures antérieures pour, grâce à ce flottement, pouvoir mettre en place un capitalisme de plus en plus débridé. Et on le voit aussi dans le système éducatif. Voilà, l'élève flottant, c'est en quelque sorte, on pourrait prendre une image qui est celle du texte flottant qu'on trouve dans Google Play Livres. Alors, le texte flottant, c'est un texte qui permet d'ajuster la taille et le style de la police pour lire le texte sur n'importe quel appareil. Voilà, je cite la définition. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de faire un élève flottant.
Donc l'élève flottant, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait un élève qui permet d'ajuster la taille et le style de l'élève, ce mode flottant de l'élève, pour l'utiliser dans n'importe quelle situation. Voilà, c'est un petit peu le modèle de l'élève d'aujourd'hui, c'est l'élève flottant. On peut le mettre, on peut l'ajuster, il est flexible, modulaire, adaptable. C'est plus vraiment un être humain, c'est une sorte de matière. Un outil. Un outil, voilà, mais un outil souple, voilà, façon latex. Un outil qui a l'impression de faire ses propres choix, de penser par lui-même, et finalement qui est beaucoup plus dirigé que ce qu'il ne croit. Ça, c'est vraiment c'est vraiment pervers, parce que effectivement, l'enfant, on lui donne l'impression qu'il est autonome, qu'il peut penser par lui-même, qu'il a tout ce qu'il faut pour ça. Alors l'éducation bienveillante, c'est effectivement très bien. Seulement, le risque, c'est de donner l'impression à l'enfant, eh bien, qu'il peut tout faire par lui-même, que du coup, il est complètement autonome, alors qu'en réalité, c'est une façon de faire qui a pour but de pouvoir le manœuvrer plus aisément quand il deviendra adulte. Vous n'êtes pas contre une certaine autonomie des élèves, mais au contraire, vous êtes pour un renforcement... Mais une véritable autonomie. Voilà, un renforcement d'une autonomie à travers un cadre quand même défini. C'est-à-dire que pour autonomiser, il faut structurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre libre en dehors d'un cadre. Voilà, ça c'est une sorte de b.a.-ba qu'on oublie, mais il semblerait aujourd'hui que si on dit, voilà, on va fixer un cadre, et dans ce cadre je vais être libre, eh bien c'est quelque chose qui est en quelque sorte tout à fait vu comme étant négatif, voilà, c'est pas possible. En réalité, on peut pas être libre en dehors d'un cadre. Et ça, c'est un peu paradoxal. Et pourtant, c'est parce qu'on a un cadre qu'on peut être libre. Donc moi, je souhaite donner un cadre à mes élèves pour leur permettre d'être libres et autonomes, véritablement. À votre échelle, en tant qu'enseignant au collège, lycée, dans la ville de Privas, est-ce que vous arrivez justement à mettre ça en place, ou alors le fait que vous ayez vos élèves seulement quelques heures par semaine, c'est pas évident même à votre échelle pour essayer d'appliquer tout ça? Alors à l'échelle d'un cours, on fait ce qu'on peut, mais il est certain qu'on ne va pas régler les problèmes essentiels de l'éducation, des élèves, du décrochage, des inégalités au sein du système éducatif. Il y a une phrase très simple qu'on peut retenir très facilement, qui n'est pas de moi. On ne peut pas fonder une éducation égalitaire au sein d'une société inégalitaire. Voilà, ça c'est quelque chose d'élémentaire, de très simple, et qui n'est jamais dit aujourd'hui. Au contraire, on dit sans cesse aux enseignants de régler les problèmes des inégalités. On l'entend tellement que d'ailleurs je pense que la plupart des gens, pour la plupart des gens, ça va de soi. C'est aux enseignants de régler le problème des inégalités. Or, on ne peut pas faire une école égalitaire dans une société inégalitaire. Voilà, les causes sont extérieures au système éducatif, comme pour le décrochage scolaire, par exemple. Les facteurs sont familiaux, politiques, économiques, les origines des élèves et de leurs familles. Ce sont les causes essentielles, les familles monoparentales, les familles d'accueil, les enfants en famille d'accueil ou en situation... les primo-arrivants aussi. Voilà. Donc les causes sont extérieures au système éducatif. Voilà, pourtant, les enseignants, le système éducatif en général, mais plus particulièrement les enseignants, sont les boucs émissaires puisque tout le monde leur en veut finalement. C'est très pratique d'avoir des boucs émissaires. Les parents ne sont pas contents, ça retombe sur les enseignants. Le système a besoin d'être réformé, c'est la faute des enseignants. Finalement, on peut comprendre que certains de vos collègues soient blasés et du coup n'aient plus cette passion de la transmission aussi. Je pense qu'on conserve le goût de notre métier, mais c'est vrai que, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, j'entendais une étude récemment, dans de très nombreux métiers, les gens ont tendance à dire qu'ils aiment leur métier, mais qu'ils ont de plus en plus de mal à le faire dans de bonnes conditions, en s'épanouissant dans leur travail, parce que essentiellement le management et la pression sont tels qu'il est très difficile de faire son travail correctement. C'est un peu paradoxal, puisque le management est censé être là pour nous permettre de réussir à travailler correctement, et en réalité, cette pression est vraiment nuisible. Un système éducatif qui, du coup, utilise l'enseignant, comme on l'a dit, comme un petit peu un bouc émissaire, et en même temps qui voudrait renforcer la coéducation, et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Vous citiez Freinet, qui disait que tous les facteurs de réussite, la plupart des facteurs de réussite d'un élève étaient liés à son environnement hors cadre scolaire, c'est ça? Oui, alors il disait ça autrement, mais il disait que l'essentiel des causes, des facteurs permettant à un élève de se situer, je n'ai plus la citation exacte en tête, était familial, politique, économique, et donc voilà, même lui le dit, des textes anarchistes des années 20 le disent, des sociologues des années 70 le disent, alors lui il le disait en 1943, donc
nombreux sont les personnes qui disent que les facteurs facteurs essentiels sont externes au système éducatif, mais comme il s'agirait de jouer sur des causes qui sont économiques ou structurelles en fait, hein, c'est le capitalisme qu'il faudrait réformer, non pas le système éducatif. Comme il ne s'agit surtout pas de toucher au capitalisme néolibéral, mais de faire semblant de vouloir démocratiser, alors on dit qu'on va démocratiser le système éducatif. Alors, on ne peut pas démocratiser le système éducatif dans une société fondamentalement inégalitaire. Un mot peut-être aussi, Frédéric, sur la neutralité qu'on demande aux enseignants, qui finalement, alors c'est très subjectif, mais personnellement, je trouve qu'un enseignant qui est trop neutre, qui n'a pas la passion de transmettre cette matière qui l'a amené à en devenir enseignant, peut-être les élèves auront moins envie. En tout cas, de mon propre cursus, j'ai toujours beaucoup suivi les enseignants qui étaient passionnés, qui n'avaient pas cette neutralité, qui nous embarquaient dans leur matière finalement. Oui, alors c'est à la fois l'absence de neutralité par rapport à la passion de sa matière, mais aussi l'absence de neutralité dans le sens où il s'agit de s'engager, de se positionner par rapport à ces réformes, par rapport à ce qu'on peut aussi qualifier d'une certaine manière de délire, qui sont ceux de certains de nos dirigeants ou des dirigeants économiques, qui ne vise absolument pas l'épanouissement de l'enfant. Et je rappelle que le but d'un parent ou d'un enseignant n'est pas de faire un enfant épanoui, mais de faire un adulte accompli. Ce qui n'est pas pareil, parce que si on vise... Ce qui rejoint votre premier ouvrage. Exactement, parce que l'objectif, si on vise simplement un enfant épanoui, eh bien on va se contenter de lui faire plaisir, de le flatter, et là on risque de tomber dans une perversion de ce que pourrait être une véritable bienveillance. Alors les bonbons, ça marche bien. Pour voilà, par exemple. Alors que si on vise un adulte accompli, c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile et plus exigeant. Vous dites que, du coup, avec cette neutralité, les enseignants ne s'engagent pas pour ou contre telle ou telle réforme, mais encore une fois, cette position de bouc émissaire fait que si les enseignants se mettent en grève pour protester contre une réforme, c'est encore sur eux qu'on va taper, puisque finalement, on entend de tout, hein, ils sont feignants, ils n'ont pas envie de s'occuper des enfants, etc. C'est finalement un rôle plutôt difficile, hormis déjà tout le travail qui est nécessaire pour enseigner dans des bonnes conditions. Oui, moi si je passe par exemple à la radio aujourd'hui, c'est aussi entre autres pour que le plus de parents possible comprennent que les enseignants travaillent pour les enfants, pour leur épanouissement, mais pour aussi leur réussite en tant qu'adultes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pour objectif de les manipuler grâce notamment aux compétences qui sont issues d'un management dont l'objectif n'est pas l'épanouissement de l'être humain, hein, mais qui a pour objectif de faire des futurs adultes outils. Et nous, en tant qu'enseignants, quand on freine au niveau de cette mise en place par compétences, c'est aussi parce qu'on a conscience que ce n'est pas du tout pour le bien du futur adulte. Merci beaucoup Frédéric Gaubert d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci on passerait bien une demi-heure à discuter avec vous là-dessus. Moi aussi. Mais ce sera possible puisque vous serez ce mardi 4 avril à 20h30 à la médiathèque municipale de Privas pour présenter cet ouvrage, une rencontre avec les lecteurs ou futurs lecteurs en tout cas, peut-être des personnes qui ont déjà lu vos deux premiers ouvrages. Donc à la médiathèque municipale de Privas, c'est en partenariat avec la librairie La Fontaine que l'on salue et on espère que vous aurez beaucoup de monde pour pouvoir continuer ce débat qui hélas ne manque pas de matière. Merci beaucoup.